C'est bon? Bon, alors, bonsoir à tous, merci à tous d'être venus, merci à la classe de Terminale S du lycée Romain Rolland d'être venus. Alors ce soir, je vais vous le dire, nous allons faire de grandes choses ensemble. Alors qu'est-ce que j'entends par de grandes choses? C'est de résoudre un problème qui n'a rien d'évident en soi et qui va voir émerger les notions mathématiques qui n'ont rien d'évident non plus. D'accord? Donc l'exposé de ce soir sera ambitieux, mais il ne faut pas que le terme ambitieux vous fasse peur. C'est-à-dire que je vous garantis que l'exposé a été conçu pour qu'il soit compréhensible par quelqu'un qui s'est arrêté en seconde, enfin qui a arrêté les maths en seconde. D'accord? Donc la seule chose dont j'ai besoin de votre part, c'est de votre concentration. Bon alors si par malheur votre regard s'égare vers une des fenêtres inexistantes de cette salle, pas de panique, je vais vous dire deux choses. Donc, la première, c'est comme avait dit l'exposant de la semaine dernière à Arthur, soyez impoli. Interrompez-moi, posez-moi des questions, d'accord? Donc si jamais j'ai pas le temps de répondre à vos questions ou je vous dirai juste, je vous réponds après, c'est pas du tout un problème, mais n'hésitez pas à interrompre l'exposé pour me poser des questions. Et deuxième chose, je vais faire souvent des récapitulatifs de où on en est, d'accord? Donc c'est pas nécessaire, si jamais à un moment vous décrochez un petit peu, vous avez tout à fait le moyen de raccrocher les wagons, donc vous ne baissez pas les bras si à un moment vous êtes un petit peu perdu. Vous allez pouvoir accrocher les wagons relativement facilement dès que je vous rappellerai exactement où on en est. Donc je vais commencer par une question. Est-ce que tout le monde dans la salle connaît le jeu Akinator? Ou plutôt, oui? Ou enfin, est-ce qu'il y a des gens qui ne le connaissent pas? Ok, bon c'est parfait. Bref rappel, bon, pour juste remettre en contexte. Donc Akinator c'est un espèce de qui est virtuel, hein, vous savez. Vous avez une intelligence artificielle en face de vous qui vous demande de penser à un personnage. Et une fois que c'est fait, elle va vous poser une série de questions par lesquelles vous allez répondre par oui ou par non, et afin de déterminer le personnage auquel vous avez pensé. Et si vous n'avez pas essayé, je pense que c'est le cas de tout le monde, tout le monde a déjà essayé. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le, c'est assez impressionnant, c'est assez rigolo. Mais une fois que vous avez vu ça, vous êtes légitime de vous poser la question comment ce logiciel fonctionne. D'accord ? Comment, donc imaginez, vous vous mettez dans la peau d'Akinator, vous me demandez de penser à un personnage, comment vous faites pour poser vos questions et tout en faisant en sorte d'aller au plus vite. Vous n'avez pas envie d'y passer la nuit non plus, vous avez envie d'aller vite et vous êtes même plus ambitieux que ça, vous avez envie de trouver la réponse en un temps record. D'accord ? Donc les problèmes qu'on va se poser et qu'on se propose d'étudier, auxquels on va répondre vous et moi ensemble ce soir. Alors le premier, c'est le problème du questionnaire optimal, c'est-à-dire quelle méthode pour construire un questionnaire qui va, entre guillemets, au plus vite. D'accord ? Et deuxième question à laquelle on va répondre, combien de questions à poser pour un questionnaire optimal? C'est-à-dire combien de questions on est en droit d'espérer devoir poser dans le cas où on a trouvé un questionnaire qui est effectivement rapide et intelligent. D'accord ? Donc la première chose quand on est face à un problème mathématique difficile, c'est commencer par une phase de tâtonnement. On va essayer de remarquer des choses relativement évidentes. Donc, je vais commencer par vous poser une question. Donc, imaginez que je pense à un personnage, et quelles questions vous me poseriez? En première question, comme ça, quelles questions vous viennent à l'esprit? Oui, si. Est-ce qu'il est vivant ou mort? Très bien. Donc, d'autres propositions? Oui? Non, ici. Ici? Réel ou fictif? Réel ou fictif, très bien. Oui? Fille ou garçon? Bon, c'est pas très inclusif, mais je vais la noter quand même, l'idée est bonne. Encore d'autres propositions peut-être? Non? Bon, c'est déjà pas mal. Comme vous l'aurez remarqué, j'ai séparé les questions en deux colonnes avec l'intitulé B et M comme bonnes et mauvaises questions. Et vous êtes en forme ce soir, vous ne m'avez posé que des bonnes questions. D'accord? Donc je vais essayer de vous faire comprendre. Bon, je vais rajouter des questions à cette colonne. Je m'attendais à ce que vous me posiez des bonnes questions, mais vous êtes vraiment décidément en forme ce soir. Donc imaginons que vous m'aviez posé la question, est-ce que c'est, je sais pas, Stanley Kubrick par exemple? On ne sait rien. Ce à quoi j'aimerais que vous réfléchissiez, c'est
en quoi, du coup, ces questions sont-elles de bonnes questions et en quoi cette question est une mauvaise question. Prenez quelques secondes pour essayer d'y réfléchir. Oui, proposition. Oui. Parce que c'est là, elle donne directement la réponse. Bah alors, qu'est-ce que tu entends par là? Ouais, bon en fait, je ne sais pas si c'est exactement ce que tu voulais dire, mais en gros, bon, le personnage il a beau ne pas être particulièrement improbable, d'accord, c'est tout à fait possible de penser à Stanley Kubrick, mais il y a de fortes chances quand même que pour que le mec en face de vous n'ait pas du tout pensé à Stanley Kubrick, d'accord, donc il y a de fortes chances pour qu'on vous réponde par la négative, et à ce moment-là, vous ne serez pas beaucoup plus avancé, d'accord. Alors qu'ici, vous n'avez aucune raison, a priori, de considérer que le personnage auquel j'ai pensé est vivant ou mort, réel ou fictif, ou c'est une fille ou un garçon, d'accord? A priori. Donc finalement, les bonnes questions, ce sont celles dont on n'a aucune raison de privilégier une réponse affirmative ou négative, c'est-à-dire où vous séparez l'ensemble des personnages en deux sous-groupes, dont vous n'avez aucune raison de considérer que le personnage que j'ai choisi appartienne à l'un ou à l'autre des sous-groupes. D'accord? Donc, par exemple, comme je vous avais cité, est-ce que le personnage est réel ou fictif? Donc, les enjeux, quels sont-ils? On a donc une idée de comment procéder. Donc, l'idée, ce serait, à chaque étape, de séparer l'ensemble des personnages en deux sous-groupes dont on n'a aucune raison, comme j'ai dit, de considérer que le personnage appartienne à l'un ou à l'autre des sous-groupes. D'accord? Mais, on est ici à un exposé de mathématiques, donc ce qu'on aimerait faire, c'est démontrer les choses. Et donc là, a priori, ce qu'on aimerait démontrer, c'est que ce procédé proposé est optimal. D'accord ? Mais les termes sont trop flous pour pouvoir démontrer quoi que ce soit. D'accord ? On ne sait pas ce que ça veut dire un questionnaire précisément, on ne sait pas ce que ça veut dire un questionnaire optimal précisément, et on ne sait même pas exactement à quoi correspond concrètement notre procédé. D'accord ? On a juste une vague idée, on sépare en deux groupes, on n'a pas dont on n'a aucune raison de privilégier si, je sais pas, s'il est vivant ou mort, etc. Mais ce n'est pas encore suffisamment clair pour que ça puisse produire un énoncé pouvant faire l'objet d'une démonstration. Et c'est ça qu'on essaie de faire en maths, d'accord? Donc, je vais essayer, donc l'enjeu de donner un sens précis aux choses et pour pouvoir les étudier ensuite rigoureusement. Donc, si vous n'êtes pas convaincu, je vais vous donner un petit exemple, d'accord, qui va vous convaincre que quand même les choses ne sont pas complètement évidentes et qu'il faut absolument donner du sens aux choses, d'accord? Donc, imaginons, on se place dans le cas où on n'a que trois personnages possibles, A, B et C. Et je vous demandais de considérer deux questionnaires, les deux questionnaires suivants. Donc imaginons qu'en première question, je demande si c'est le personnage A. Si la réponse est affirmative, ok, c'est bon, j'ai la réponse, c'est le personnage A. Si la réponse est négative, je vais demander si c'est le personnage B, par exemple. Et donc si la réponse est positive, bah, ok, c'est le personnage B. Et si la réponse est négative, bah, comme il n'y a que trois personnages, c'est le personnage C. Ok, donc ça, c'est un questionnaire possible pour découvrir l'identité si on est dans le cas où il n'y a que trois personnages possibles. Maintenant, je vais vous demander de considérer un autre cas de figure, celui, donc, je vais faire quasiment la même chose, sauf que cette fois-ci, je vais d'abord demander est-ce que c'est B, d'accord? Et si c'est pas B, je vais demander si c'est A, d'accord? Okay. Donc, quand vous voyez ces deux questionnaires, est-ce que, à votre avis, ça revient à peu près au même? Est-ce qu'il y a une différence? Je vous demande d'y réfléchir, essayez de, comme ça, sans trop réfléchir, me donner une réponse, à votre avis. Est-ce que ça change quelque chose? Bon, je vois des têtes qui disent non. Ok. Maintenant, je vais changer un petit peu la donne. Vous allez voir que ce sera plus clair. Supposons cette fois-ci que, donc, on a toujours trois personnages, mais que, je précise un petit peu, l'un, ce soit vraiment une superstar, d'accord? Elle est vraiment super connue. Et les deux autres soient vraiment des personnages complètement inconnus, bon, qui existent, hein, auxquels on peut penser, d'accord? Mais il faut être vraiment farfelu pour y penser. Ok? Donc cette fois-ci, les questionnaires, ça va être, je vais d'abord demander est-ce que c'est la superstar? Et ensuite, si c'est l'inconnu numéro 1, par exemple. Ok. Deuxième méthode, je vais faire à peu près la même chose, mais en renversant l'ordre. Je vais d'abord demander est-ce que c'est l'inconnu numéro 1? Et ensuite, est-ce que c'est la superstar?
D'accord? Cette fois-ci, reconsidérez votre réponse et dites-moi, est-ce que ça vous paraît équivalent? D'accord? Est-ce que ça revient au même? Non. Pourquoi ça ne revient pas au même? Il y en a une qui va plus vite. Alors, qu'est-ce que tu entends par là? Ok, en fait, effectivement, il y a de fortes chances, effectivement, pour que vous pensiez à la superstar. D'accord? Donc, selon toute vraisemblance, dans ce cas-là, vous allez avoir à poser une seule question. En revanche, dans ce cas-ci, il y a quand même peu de chances que vous pensiez à l'inconnu numéro 1. Donc, selon toute vraisemblance, vous allez devoir poser 2 questions. D'accord? Donc, vous voyez bien que, finalement, la notion, par exemple, d'optimalité n'a rien d'évident en soi. D'accord? Il est donc nécessaire de lui donner un sens précis. Et pareil pour les autres notions utilisées, mais bon, là, c'est un exemple qui vous montre bien que si on se lance dans des raisonnements sur des trucs complètement flous comme ça, et on ne sait même pas ce que ça veut dire l'optimalité, on ne va pas aller très loin. Voilà. Donc c'est pour ça que cette étape de formalisation du problème, où on va donner un sens très précis aux choses, est essentielle. Donc ça nous suggère un programme pour la suite. Donc une première étape, comme j'ai dit, où on va donner un sens précis à tous les termes du problème. Donc d'abord à la notion de questionnaire, logiquement, ensuite à la notion d'optimalité d'un questionnaire, ensuite au procédé qu'on a proposé, d'accord, donc celui qui sépare à chaque fois en deux groupes, avant effectivement d'essayer de répondre aux questions qu'on s'est posées. Donc la première, combien de questions on peut espérer poser dans le cas où on a un questionnaire intelligent, et ensuite trouver un questionnaire optimal. Donc entre autres, on avait un bon candidat, d'accord, donc, et voir si typiquement ce candidat-là est effectivement optimal au sens que l'on aura précisé ici. D'accord? Donc voilà le programme pour la suite. Donc première étape, qu'est-ce que ça veut dire un questionnaire? Ok? Donc là, vous avez vu, je ne vous ai pas trop précisé, mais j'ai représenté un questionnaire par un arbre binaire. Okay, donc j'entends par binaire juste le fait qu'à chaque fois, de chaque nœud partent seulement 2 branches. D'accord? Donc un questionnaire, ça peut être représenté par un arbre binaire et par le choix. Donc si on a, en l'occurrence ici on avait 3 personnages, d'accord? Donc le choix de 3 nœuds dans cet arbre qui nous disent en fait quand est-ce qu'on a fini notre questionnaire, d'accord? Donc là ici ça nous dit ok, à partir de cette question-là, je sais que c'est la superstar, ici je sais que c'est l'inconnu numéro 1, ici je sais que c'est l'inconnu numéro 2, d'accord? Donc finalement, on a envie de se dire que bon, si on note N le nombre de personnages auxquels on peut penser, un questionnaire ça peut être représenté par un arbre binaire et un choix de N nœuds dans cet arbre marquant la fin du questionnaire, d'accord? Mais pour savoir si c'est une bonne définition, il faut pouvoir se poser la question inverse. Qu'est-ce que j'entends par la question inverse? C'est est-ce que pour n'importe quel choix d'arbre et n'importe quel choix de n nœuds dans cet arbre, est-ce que ça peut quand même représenter un questionnaire? Donc si vous n'avez pas tout à fait compris ce que j'ai dit, je vais vous donner un exemple en fait qui illustre un petit peu mieux. Donc, imaginons je prends un arbre. Ok. Imaginons que j'ai 4 personnages à déterminer et que je choisis comme nœud dans cet arbre celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. D'accord? 1, 2, 3 et 4. À votre avis, est-ce que cette chose-là, ça peut représenter un questionnaire? Réfléchissez un petit peu. Je vois les têtes qui disent non. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Bon, c'est pas forcément super simple de... Ah, j'ai une idée. Alors, en l'occurrence, ce que tu veux dire, effectivement, c'est qu'il y a quelqu'un sur la route. D'accord? Sur le chemin de 3, enfin, c'est pas du coup exactement qu'il y a plusieurs chemins qui mènent au même personnage, mais il y a un même chemin qui mène à plusieurs personnages, plutôt. C'est ça? Enfin, donc, sur la route, par exemple, si, imaginons, je pense au personnage numéro 3. D'accord? Vous appliquez votre questionnaire. Ok, donc, première question, bah, du coup, j'ai choisi le personnage 3, donc je vais répondre non. Okay, sauf que là, selon la règle qu'on s'est imposée, ça vous dit « Ok, c'est le personnage 2 ». Sauf que c'est faux, j'ai pensé au personnage 3. Donc, tel quel, représenté de la sorte, le questionnaire, il vous donne des réponses fausses. C'est un truc dont on n'a pas envie.
Okay. Donc, en fait, ce qu'on va imposer en plus sur les nœuds, c'est qu'aucun ne soit parent d'un autre, ancêtre d'un autre. C'est exactement le cas qui est ici, et le cas qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Il y a quelqu'un sur le chemin de la série de questions pour aller à 3. C'est pas bon. Okay. Donc, la bonne définition qu'on comprendra par la suite, voilà. Donc, on dira qu'un questionnaire, c'est deux choses. C'est un arbre, un choix de n nœuds dans cet arbre, mais dont aucun n'est parent d'un autre. Ça, c'est la propriété essentielle qu'il faudra retenir par la suite. Donc, où est-ce qu'on en est dans notre contrat? On devait donner un sens précis à la notion de questionnaire. C'est fait. Maintenant, on va donner un sens à la notion d'optimalité d'un questionnaire. Donc vous vous souvenez, quand je vous ai un petit peu fait réfléchir en introduction à l'optimalité d'un questionnaire, vous avez vu que, en gros, il ne fallait pas du tout nier le caractère fondamentalement probabiliste de l'expérience. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est que une expérience aléatoire, en fait, c'est simplement une expérience dont on ne connaît pas l'issue, ce qui est le cas ici. Je pense à un personnage, vous ne connaissez pas l'identité du personnage auquel j'ai pensé. Donc c'est une expérience aléatoire, et en l'occurrence, il y a des déséquilibres entre... en termes de vraisemblance, j'ai beaucoup plus de chances de penser à une superstar qu'à un inconnu. Donc ça, il faut absolument le prendre en compte dans notre notion d'optimalité. Donc c'est pour ça que je vais devoir faire un petit détour d'un vocabulaire que vous avez probablement tous, mais c'est un petit rafraîchissement de la mémoire, sur quelques notions probabilistes. Donc la théorie des probabilités, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la théorie mathématique qui traite de l'aléatoire, c'est-à-dire des phénomènes dont on ne connaît pas l'issue. Donc la première chose, la première chose, c'est quand vous avez une expérience dont vous ne connaissez pas l'issue, c'est déjà d'avoir quelque chose qui vous décrit l'ensemble des issues possibles. Donc ça, c'est un nom en maths, on appelle ça l'univers. On le note traditionnellement grand oméga. Et donc ça décrit l'ensemble des issues possibles. Donc par la suite, je prends souvent l'exemple du lancer de dés. Donc dans le cas du lancer de dés, tout simplement, l'univers, c'est logiquement, donc un dé à 6 faces, l'univers, c'est logiquement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore une fois, n'hésitez pas à m'interrompre si je vais trop vite sur des notions. Normalement, c'est des choses que vous connaissez, puisque c'est du vocabulaire normalement qui est vu en seconde, mais n'hésitez pas, si je vais trop vite, à m'interrompre, à poser des questions. Ensuite, évidemment, vous n'allez pas, en probabilité, vous intéresser uniquement à des issues précises. Si dans le cas du lancer de dés, je ne vais pas m'intéresser forcément uniquement à l'événement, le résultat est 3. Je vais pouvoir m'intéresser, il est possible que je m'intéresse aussi à l'événement, est-ce que le résultat est pair. Donc c'est pour ça qu'on introduit la notion d'événement. C'est tout simplement un sous-ensemble de l'univers grand oméga. Donc si je vous fais un dessin, l'univers, c'est une grosse patate comme ça. Les croix, c'est l'ensemble des issues possibles. Vous pouvez vous intéresser à un groupement d'issues possibles, et vous appelez ça un événement, tout simplement. Donc par exemple, dans le cas du lancer de dés, on peut s'intéresser à l'événement, le résultat est pair, donc qui est tout simplement l'ensemble 2, 4, 6. Bon, évidemment, en probabilité, vous n'allez pas vous contenter de savoir que l'issue est incertaine. Vous avez envie de donner quelque chose de plus quantitatif, de plus prédictif. Donc c'est pour ça qu'à chaque issue possible, vous allez associer un degré de vraisemblance, une probabilité. Donc si l'issue, je l'appelle petit oméga, comme ça, donc vous allez lui associer un degré de vraisemblance P de oméga, qui est tout simplement un nombre compris entre 0 et 1. Bon, le fait qu'on l'impose entre 0 et 1, c'est tout simplement une référence. C'est tout simplement dire que 0 représente l'impossibilité de se réaliser et 1 représente la certitude que cette issue va se réaliser. C'est une simple référence, on aurait pu prendre autre chose, mais en l'occurrence, on a pris 0 et 1. Donc à chaque issue possible, vous allez associer un degré de vraisemblance et vous imposez, en plus, si votre univers est fini, donc imaginons c'est petit oméga 1, petit oméga 2 jusqu'à petit oméga n, vous allez imposer que P de petit oméga 1 plus P de petit oméga 2 plus, etc. jusqu'à P de petit oméga n,
ça fasse 1. Pourquoi? Tout simplement parce que là, ce que j'ai écrit, c'est la probabilité que lui se réalise, plus la probabilité que lui se réalise, etc. etc. Et je parcours tout l'ensemble des possibles. Donc à la fin, si vous regardez la probabilité qu'une des issues se réalise, ça c'est certain, vous imposez que ce soit égal à 1. D'accord? Donc concrètement, si oméga est un ensemble fini, petit oméga 1 jusqu'à petit oméga n, et on prend P une collection de réels compris entre 0 et 1, on dit que P est une distribution de probabilité si la somme, d'accord, donc cette notation gros sigma, vous m'interrompez si jamais il y a un problème avec ça, ça veut juste dire ce qui est écrit ici, d'accord, c'est la somme sur tous les éléments de oméga, des P d'oméga, et on l'impose égal à 1, logiquement. Donc dans l'exemple du lancer D, typiquement, vous lancez un dé à 6 faces, il n'est pas truqué, vous n'avez aucune raison de considérer qu'une des issues soit privilégiée. Du coup, la bonne distribution de probabilité à mettre, c'est juste P1 égale P2, etc., égale 1/6. Donc maintenant, logiquement aussi, on définit la probabilité d'un événement. Donc si jamais vous donnez un événement 1, donc un groupement d'issues, comme on a dit, c'est logique de définir sa probabilité comme la somme des probabilités des issues le constituant. Probabilité que A soit réalisé, c'est la probabilité que lui se réalise, plus la probabilité que lui se réalise, plus la probabilité que lui se réalise, plus la probabilité que lui se réalise. Donc comment on dit ça? Si, donc on prend oméga, une distribution de probabilité sur oméga, on prend un événement A, on définit la probabilité de l'événement A qu'on note P de petit a, la somme des P de oméga pour oméga appartenant à petit a. Donc c'est exactement ce que je dis ici, je fais la somme des probabilités de toutes les issues constituant A. Donc, exemple, dans le cas toujours du lancer de D non truqué, si je regarde l'événement A est pair, c'est tout simplement P de 2 plus P de 4 plus P de 6, c'est-à-dire 1/2, tout simplement. Une notion importante aussi en probabilité, c'est la notion de conditionnement. Donc, alors, il y a une chose vraiment à retenir en probabilité, c'est que la probabilité, c'est relatif à ce que vous savez sur l'expérience, d'accord? Donc, je m'explique. Imaginons, donc vous faites un lancer de dés toujours, donc c'est logique de considérer qu'il n'y a aucune des issues qui est privilégiée et de dire que la probabilité que 3 se réalise, par exemple, c'est 1/6. En revanche, si jamais le lancer de dés est fait par une personne en face de vous, qu'il le fait dans une boîte, et que vous ne voyez pas le résultat de cette expérience, mais lui peut le voir, et qu'il vous souffle à l'oreille que le résultat est pair, d'accord? Vous n'avez aucune raison de considérer que la probabilité que 3 se réalise, c'est toujours 1/6. Votre probabilité devient caduque et il faut la faire évoluer avec l'information dont vous disposez maintenant. Donc typiquement, si on se donne un événement A, et qu'on me souffle à l'oreille que A est réalisé, typiquement l'événement ça c'est A est pair et on me dit que le résultat est pair. J'ai envie de faire évoluer ma distribution de probabilité, je vais noter P avec au-dessus, entre parenthèses A. Je sais que ce n'est pas forcément une notation que vous utilisez en cours, mais du coup, là, c'est juste probabilité sachant A, sachant que A est réalisé. Donc, si on se donne une issue quelconque petit oméga, qu'est-ce que ça doit valoir? Donc, si petit oméga, c'est quelqu'un qui n'est pas dans A, alors qu'on vous a soufflé que le résultat était dans A, quelle probabilité maintenant vous allez mettre? 0. Très bien. Donc 0 si oméga appartient à A. N'appartient pas, pardon, à A. Maintenant, si vous regardez une issue qui est dans A, le fait de savoir que l'issue est dans A ne privilégie aucune des issues au sein de A. Si lui avait 2 fois plus de chances de se réaliser que lui, ça reste toujours le cas. Donc finalement, on a envie de garder à peu près la même chose. Sauf que, donc vous vous souvenez, une probabilité, c'est une collection de réels dont la somme fait 1. Du coup, si vous regardez, vous faites la somme sur toutes ces choses-là, eux ne contribuent plus parce qu'ils sont de probabilité nulle. Donc les seuls gens qui contribuent, ce sont ceux-ci. Donc la somme des probabilités sur l'ensemble, ici, c'est la somme des probabilités sur A. Du coup, ça, c'est ce qu'on a appelé la probabilité de l'événement A. Donc ça, c'est égal à P de A, et vous voulez que ça fasse 1. Donc la seule manière de faire, c'est de diviser par P de A. Donc, de manière plus rigoureuse, donc si on prend oméga un ensemble fini, une probabilité sur oméga, on définit la distribution de probabilité sachant A, donc si on vous souffle à l'oreille que A est réalisé, par donc, du coup 0 si oméga n'appartient pas à A, et par P de oméga sur P de A si le résultat est dans A.
Voilà, donc dans l'exemple du lancer D, si on vous souffle à l'oreille que le résultat est pair, bah, vous regardez la probabilité que ce soit 2, bah, c'est plus 1/6, mais 1/6 divisé par 1/2, c'est-à-dire 1/3. Voilà. Une dernière notion que j'aimerais aborder, après j'en ai fini, mais je vais peut-être pas effacer, après j'en ai fini avec les probabilités, et on attaque le problème proprement dit. C'est la notion d'indépendance, d'accord? On a envie de traduire, donc si on se donne deux événements A et B, vous avez envie de traduire le fait que vous sachiez que le résultat est dans A n'influe en aucun cas, ne vous apporte en aucun cas de l'information sur si le résultat est dans B ou pas. Ces deux choses-là, ces deux événements sont totalement indépendants. Vous avez envie de traduire cette chose-là. Donc comment on fait en maths? Enfin, bon, la manière la plus logique de faire, ce serait de dire, du coup, la probabilité de l'événement B sachant A, bah, c'est toujours la probabilité de B. Le fait de savoir A, ça ne vous apporte en aucun cas de l'information sur si le résultat est dans A ou non. Donc, probabilité de B sachant que A est réalisé, c'est toujours P de B. Ça, pour un calcul idiot, hein, je ne vais pas vous le faire parce que je vais perdre du temps, mais c'est la même chose que de dire que la probabilité de A inter B, alors qu'est-ce que c'est A inter B? C'est juste l'intersection entre ces deux ensembles-là, donc ce que je dessine en hachure ici, qui correspond à l'événement A et B sont réalisés simultanément. Donc cette propriété-là, c'est la même chose que de dire que la probabilité que A et B sont réalisés en même temps, c'est la probabilité que A soit réalisé fois la probabilité que B soit réalisé. Donc j'en ai fini de vous martyriser avec les probas. Maintenant, on va attaquer le problème à proprement parler. Donc, dans la suite, du coup, on reprend un peu le vocabulaire probabiliste qu'on vient d'introduire. On note n, le nombre de personnages possibles. Notre univers, donc cette fois-ci, ça va être l'ensemble... oui, on va numéroter chacun de nos personnages, d'accord? Le personnage numéro 1, numéro 2, numéro, etc. jusqu'à n. Donc l'ensemble des possibles, dans le cas de notre expérience, c'est juste l'ensemble 1 jusqu'à n. On va noter PI, la probabilité que le personnage I soit choisi, et LI, la longueur de la série de questions pour aboutir au personnage I si on prend un questionnaire donné. C'est juste quelques notations. N'hésitez pas à m'interrompre si dans la suite, d'un coup, vous ne savez plus à quoi correspondent ces notations. Donc là, la question qu'on s'était posée, c'est qu'est-ce qu'un questionnaire optimal? Donc vous vous souvenez, quand on avait abordé le cas où on se demandait, est-ce que je demande d'abord si c'est la superstar, ensuite si c'est l'inconnu ou l'inverse, on avait dit qu'il faut absolument prendre en compte le caractère fondamentalement probabiliste de l'expérience. Donc, si on se donne un questionnaire Q, donc je rappelle, c'est juste un arbre et un ensemble de n nœuds dans cet arbre qui vous disent à quel moment vous terminez votre questionnaire. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on note LI, la longueur de la série de questions pour aboutir au personnage I. Donc typiquement, je ne sais pas, imaginons LI c'est pour Stanley Kubrick et qu'il vous faut 5 questions pour aboutir à Stanley Kubrick, bah, LI c'est 5. Du coup, vous avez envie de définir une notion de longueur d'un questionnaire, mais qui prenne en compte ce caractère fondamentalement probabiliste. Donc finalement, vous avez envie d'envisager tous les... Bon, je vais vous faire un dessin d'un questionnaire. Typiquement, là, imaginons on a trois personnages à déterminer, et vous avez deux cas de figure. Soit vous posez une question, soit vous en posez deux. Mais justement, du coup, pour prendre en compte ce caractère fondamentalement probabiliste, il faut que vous preniez en compte tous les cas de figure. C'est-à-dire, dans ce cas-là, soit je pose une question, soit je pose deux questions. Donc il faut que dans la définition de votre longueur de questionnaire, il apparaisse tous les LI. Ça, c'est logique de demander ça. Mais maintenant, comme on a dit, on aimerait bien accorder d'autant plus d'importance à ce terme-là que le tirage de I est probable. Typiquement, donc imaginons, donc on est dans le cas où on avait superstar et deux inconnus. Dans le cas où on demande d'abord si c'est la superstar, effectivement, selon toute vraisemblance, on va poser qu'une seule question. Donc vous allez mettre un poids très fort sur une question
et un poids faible sur les deux questions, puisque vous avez peu de chances pour que ce soit 2. Donc comment vous faites ça? Simplement, vous multipliez par la probabilité que I soit choisi. Ça vous accorde d'autant plus d'importance à ce terme que I est probable. Et donc finalement, comment on va définir la longueur moyenne? La longueur d'un questionnaire, tout simplement comme la longueur moyenne. Donc voilà, vous prenez en compte tout. Donc ça, c'est ça, encore une fois, le gros sigma, c'est P1, L1, plus P2, L2, etc. etc. Et donc voilà, vous prenez en compte tous les cas de figure. Et vous accordez d'autant plus d'importance à la longueur de cette série de questions que le personnage I est probable. Donc voilà, comment on définit... oui, donc ça je l'ai dit. Comment on définit du coup la longueur d'un questionnaire? Comme la somme des PI-LI. Donc je noterai la longueur d'un questionnaire, E de Q, donc pour ceux qui ont fait un peu de progrès, c'est juste comme espérance. Tout simplement. Et on dira logiquement qu'un questionnaire est optimal s'il est de longueur minimale. C'est logique, c'est de se dire, on a défini une notion de longueur pour un questionnaire, du coup, qu'est-ce qu'un questionnaire minimal? C'est un questionnaire optimal, c'est un questionnaire qui va au plus vite, donc c'est celui de longueur minimale. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est si on prend n'importe quel autre questionnaire Q', c'est que la longueur moyenne de Q' est plus grande que la longueur moyenne de Q. Donc où est-ce qu'on en est dans notre contrat? On a donné un sens précis à la notion de questionnaire, à la notion d'optimalité d'un questionnaire. Maintenant, on va donner du sens à au procédé qu'on a proposé. Donc, si vous vous rappelez, c'est celui qui, à chaque étape, sépare en deux groupes, donc, dont on n'a aucune raison de privilégier que le personnage choisi appartienne à l'un ou à l'autre des groupes. Donc, en utilisant le vocabulaire probabiliste qu'on a introduit, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire on sépare notre ensemble de personnages en deux groupes de probabilité à peu près égales, à peu près 1,5, 1,5. C'est ça que ça veut dire, on n'a aucune raison de privilégier, de considérer que le personnage choisi appartient à l'un ou à l'autre groupe. Donc ça, si c'est notre ensemble de personnages, on aimerait bien le couper en deux à chaque étape, et après on recommence. Quand on regarde ce sous-groupe-là, on le sépare en deux, avec en deux parties de probabilité à peu près égales, etc., etc. Sauf que là, tel quel, la manière naïve de faire, ce serait d'essayer toutes les possibilités. Vous regardez cet ensemble-là, vous regardez toutes les coupures possibles que vous pouvez faire, et vous regardez celles qui vous donnent à chaque fois deux groupes, et celles qui sont les meilleures, celles qui correspondent le mieux à une probabilité 1,5, 1,5. Sauf que ça, si vous faites un rapide calcul, je ne vais pas vous le faire, mais et je vous rappelle, on est dans le cas de l'Akinator, donc le nombre de personnages auxquels on peut penser, il peut être énorme. Je n'ai pas le nombre en tête, enfin, je ne peux même pas l'ordre de grandeur, je ne saurais pas vous le dire, mais c'est énorme. Et même s'il n'y en avait que 15, le nombre de coupures possibles, si vous y réfléchissez, c'est énorme. Donc, cette méthode-là, on va oublier. On va en faire plutôt une autre. Je vais vous expliquer comment on peut faire. En fait, l'autre méthode consiste simplement à... Donc, imaginons, donc ça, c'est le personnage 1, 2, 3, donc il est probabilité P1, P2, etc. Donc, vous allez prendre P1. Vous allez regarder, est-ce qu'il est de probabilité supérieure ou non à 1,5. S'il ne l'est pas, vous continuez, vous prenez P2 en plus. Vous regardez la somme des probabilités, P1 plus P2, et vous vous demandez si c'est supérieur ou non à 1,5. Si ce n'est pas le cas, vous continuez, continuez, etc. Et dès que vous dépassez 1,5, hop, vous coupez. D'accord? C'est une bonne manière de faire, a priori, ça paraît assez intuitif, comme manière de découper en deux et avec des probabilités à peu près 1,5, 1,5. On s'arrête dès qu'on dépasse 1,5. Okay? Et le principe, ça va être de recommencer en faisant ça à chaque fois sur chacun des sous-groupes. D'accord? Donc, en d'autres termes, qu'est-ce qu'on fait? On applique à chaque étape un principe que j'appellerais de dichotomie. Donc, si on prend donc un ensemble fini 1M avec une probabilité P1 jusqu'à PM, bon, je les ai supposés ordonnés. Vous n'êtes pas obligé de retenir cette hypothèse, mais par honnêteté intellectuelle, je vous la mets. On sépare du coup cet ensemble en deux sous-ensembles, de 1 à U et de U plus 1 à M, où U est le plus petit entier, d'accord? Donc quand vous regardez P1 plus, etc., jusqu'à PU, vous dépassez 1,5. D'accord? Ça, c'est le principe de dichotomie, vous coupez dès que vous dépassez 1,5. Et vous appliquez donc le questionnaire, qu'on appellera questionnaire de Fano, du nom de son inventeur, le questionnaire obtenu
comme ce que j'appelle itération successive du processus de dichotomie. Donc vous appliquez, donc vous l'avez fait une première fois, vous le faites sur le petit groupe ici et sur le petit groupe ici. Je vais vous le faire en live, comme ça vous comprendrez peut-être un petit peu mieux, parce que là ça peut paraître un petit peu aride. Donc imaginons, on n'a que 4 personnages, j'appelle A, B, C et D. Lui, je vais dire qu'il est de probabilité 1 tiers, d'accord ? Lui de probabilité 1 tiers, lui 1 sixième, 1 sixième, d'accord ? Je regarde la probabilité du premier, c'est inférieur à 1,5. Donc je continue, je regarde la probabilité de A plus la probabilité de B, ça fait combien? Ça fait 2 tiers. 2 tiers, c'est plus grand que 1,5. Hop, je coupe. D'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Je coupe en termes de questionnaire. Ça veut juste dire que je construis mon questionnaire de la sorte. Comme première question, je demande est-ce que c'est A ou B? Ce que j'entends par A ou B, d'accord, c'est est-ce que le personnage c'est A ou B ou est-ce que c'est... Enfin, je veux dire, vous répondez, les réponses aux questions c'est oui ou non, d'accord? Donc si on vous répond oui à cette question, c'est que c'est soit A, soit B, d'accord? C'est pas une question où on vous répond A ou B, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc en première, donc couper comme ça veut dire vous posez ça comme première question, donc vous recommencez. Sauf que cette fois-ci, souvenez-vous ce que je vous ai dit, une probabilité c'est toujours relatif à ce que vous savez. Du coup, si vous savez que c'est A ou B, cette probabilité-là, elle devient caduque. C'est plus la peine de considérer que les probabilités c'est 1 tiers, mais il faut faire évoluer cette probabilité. Donc la probabilité, sachant que c'est A ou B, vous n'aurez pas de mal à me croire que ça fait 1,5 cette fois-ci. Non. Sachant que c'est A ou B, ça devient 1,5. Du coup, vous regardez, je regarde la probabilité de A, ah bah tiens, c'est supérieur à 1,5, donc je coupe direct. Je coupe en deux. Et je fais pareil ici. Ok. Donc encore une fois, si je sais que c'est C ou D, je fais évoluer cette probabilité. Donc là, pareil, en fait, la probabilité, sachant que c'est C ou D, bah, ça devient 1,5, 1,5. Et donc en fait, je coupe pareil en ces deux petits groupes. Donc en termes de questionnaire, qu'est-ce que ça veut dire? En deuxième question, si on me répond oui à la première question A ou B, je vais en poser une deuxième, est-ce que c'est A? D'accord? Si on me répond non, c'est que c'est C ou D, et la découpe ici, en termes de questionnaire, à quoi ça correspond? Ça correspond, je pose la question, est-ce que c'est C? D'accord? Et voilà comment vous construisez votre questionnaire. C'est le procédé qu'on s'était proposé et qu'on pensait optimal, d'accord? On verra par la suite s'il l'est vraiment. Mais donc voilà comment il fonctionne. Okay? Donc où est-ce qu'on en est dans le contrat? On a donné un sens précis à la notion de questionnaire, d'optimalité d'un questionnaire, au procédé proposé. Alors je vais rajouter une petite étape. Petite, c'est pas vraiment le mot, mais je vais vous expliquer pourquoi. L'optimalité du procédé, s'il est vraiment optimal, on ne sait pas encore, elle semble reposer sur le fait qu'à chaque étape, l'incertitude est maximale. Vous posez une question, donc vous n'avez aucune raison de privilégier l'une ou l'autre réponse. Donc c'est là où on pourrait dire que l'incertitude est maximale. Ça vous suggère d'essayer de donner un sens un peu plus précis aussi à cette notion d'incertitude. Donc je vais rajouter cette étape, on va essayer de donner un sens à la notion d'incertitude. Alors là, ce petit passage, il est un peu plus compliqué, mais il est magnifique, véritablement. Donc vous allez voir, là c'est vraiment, quand je disais qu'on va faire de grandes choses, on va vraiment faire de grandes choses. Donc essayez de suivre autant que vous pouvez. Si à un moment vous décrochez, je ferai beaucoup de résumés. Donc ce n'est pas un problème si vous décrochez un petit peu. D'abord, je vais devoir faire une petite parenthèse. Je suis vraiment désolé pour ceux qui ne connaissent pas le logarithme, mais il y en a dans cette salle. Donc je suis obligé de faire une petite parenthèse sur le logarithme. Bon, les terminales, du coup, je ne sais pas si vous êtes encore à ce chapitre-là, mais bon, si vous n'y êtes pas encore, je vais vous préciser un petit peu de quoi il s'agit. Bon, le nom peut faire peur, mais in fine, en fait, cette fonction, elle n'a rien de très compliqué. Donc qu'est-ce que le logarithme? C'est une fonction de R plus étoile dans R. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un nombre strictement positif, vous associez un nombre réel quelconque. Elle est traditionnellement notée log, et elle vérifie des propriétés bien particulières que je vais vous énoncer par la suite. Mais d'abord, pour démystifier un petit peu la chose, à quoi ressemble cette fonction? Cette espèce de truc-là, je ne sais pas si vous voyez très bien, ça a ce graphe-là. Ça
fait quelque chose de concave comme ça. Ça passe par 0 en 1 et ça vaut 1 en 2. Alors pour les spectateurs érudits qui connaissent le logarithme, je précise que je présente ici le logarithme en base 2. Donc vous étonnez pas si je vous dis log de 2 ça fait 1. Paniquez pas. Donc le logarithme ça ressemble à cette tête-là. Donc pas de raison de paniquer quand vous voyez le logarithme, c'est une espèce de gros truc là, comme ça. Mais si vous avez un truc à retenir sur le logarithme, c'est une seule chose. C'est que ça transforme les multiplications en addition et c'est en ça que c'est utile. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je vais vous raconter, c'est que si vous prenez deux réels strictement positifs, le logarithme de a fois b, c'est le logarithme de a plus le logarithme de b. En soi, après, à la limite, vous pouvez oublier tout le reste. Vraiment, il y a un seul mot d'ordre, c'est le logarithme transforme les multiplications en addition. Et finalement, tout le reste, en fait, en découle. Le 3 et 4, là, par exemple, ça découle des deux premières. Il n'y a rien d'autre à savoir sur le logarithme que ça transforme les multiplications en addition, point barre. Même, en fait, ça le définit, en fait. C'est la seule fonction continue, pour les matheux, qui vérifie ces deux premiers trucs. Et la seule propriété dont on servira véritablement, c'est une conséquence assez immédiate, c'est que le log de 2 puissance n, ça fait n. Bon, j'y reviendrai si besoin. Donc l'objectif, qu'est-ce qu'on s'était proposé de faire? C'était de donner un sens à la notion d'incertitude. Donc qu'est-ce que j'appelle la notion d'incertitude? Donc vous avez une expérience aléatoire face à vous, et vous aimeriez bien avoir une fonction, qui, à la distribution de probabilité correspondant à votre expérience aléatoire, vous associe un nombre qui vous dit la quantité d'incertitude de cette expérience. Donc par exemple, si jamais cette expérience est certaine, vous lancez une pièce truquée qui retombe toujours sur face, l'incertitude ce sera 0. Vous aimeriez bien essayer d'élargir un petit peu ce principe et du coup définir une fonction qu'on appellera h, qui a une distribution de probabilité associe la quantité d'incertitude. Alors, c'est pas facile, vraiment pas facile. Donc la méthode pour essayer de le faire, on va essayer de réfléchir aux propriétés simples que doivent vérifier cette fonction h, et essayer de voir ce que j'appelle des axiomes pertinents, c'est-à-dire des propriétés qui nous paraissent naturelles à imposer à notre fonction. Ensuite, on se posera la question, est-ce que ces axiomes pertinents, donc ces propriétés naturelles, nous soufflent pas un peu à l'oreille quelle fonction ça pourrait être? C'est ce qu'on va essayer de faire. Bon, ça va. Vous êtes prêts? Ça va pas être super simple, mais ne vous inquiétez pas, je vais résumer souvent ce qu'on fait. Donc la première chose, on veut une fonction qui a une distribution de probabilité associée à une quantité d'incertitude. Il y a beaucoup de distributions de probabilité possibles. Ça, vous me l'accordez facilement. Donc on va regarder des distributions plus simples, qui sont juste des distributions dites uniformes, c'est-à-dire celles qui ne privilégient aucune des issues de l'expérience. Donc si vous regardez une expérience avec n issues possibles, ce que j'appelle une distribution uniforme, c'est celle qui, à n'importe quelle issue possible, vous dit que vous avez une chance 1 sur n de vous réaliser. Typiquement, dans le lancer de dés, il y a 6 possibilités et chaque issue possible a une chance 1/6 de se réaliser. Donc on va essayer de regarder ce que ça veut dire en termes d'incertitude. Et se poser la question, du coup, en fonction du nombre d'issues possibles, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'incertitude? Du coup, je vais vous poser cette question. Est-ce qu'à votre avis, il y a plus d'incertitude à lancer un dé à 6 faces ou une pièce à 2 faces, du coup? Quelle est l'expérience qui a l'issue la plus incertaine, finalement? Le dé. Il y a plus d'issues possibles, donc finalement, c'est l'expérience qui est la plus incertaine. Si jamais je vous fais à grande échelle, il y a plus d'incertitude à choisir une personne à New York qu'à Étampes. No offense à Étampes, mais pas très grand. Donc la première chose qu'on imposera, c'est exactement ce que je viens de vous dire. On va dire que pour tout entier n, l'incertitude relative à l'expérience qui possède n plus 1 issues possibles,
d'accord, et qui ne privilégie aucune des issues possibles, d'accord, l'incertitude, du coup, de cette expérience est plus grande que l'incertitude de l'expérience qui possède cette fois-ci seulement n issues possibles. D'accord ? Donc, en d'autres termes, c'est juste qu'il y a plus de hasard à choisir, d'incertitude à choisir une personne à New York qu'à Étampes. Voilà. Donc ça, c'est un premier axiome. Deuxième axiome, imaginons, on fait deux expériences indépendantes. Donc imaginons une expérience à m issues. D'accord. Toujours une distribution uniforme, donc avec à chaque fois une chance 1 sur m de se réaliser, et une expérience avec n issues. Et toujours muni de la distribution uniforme, donc avec chaque issue a une chance 1 sur n de se réaliser. D'accord. Donc imaginons, je choisis en même temps une personne à New York et à Étampes. Okay. Mais je l'ai choisi de façon indépendante. On va voir ce que ça veut dire. Donc combien, si je regarde ces deux expériences en même temps, okay, si j'en choisis deux, il y a combien de combinaisons possibles, d'accord, donc là j'ai m possibilités pour la personne choisie à New York et n issues possibles pour la personne choisie à Étampes. Donc combien j'ai de possibilités de combinaisons possibles entre une personne de New York et un étampiste, je ne sais pas comment on dit. N fois m, exactement. Vous avez n fois m issues. D'accord. Donc finalement, le fait que vous les choisissiez de manière indépendante, ça veut dire le fait que vous choisissiez lui, d'accord, et que vous choisissez lui, d'accord, ce qui lui est de probabilité 1 sur m et lui de probabilité 1 sur n, d'accord, la probabilité que vous choisissiez ces deux-là en particulier, c'est 1 sur m fois 1 sur m, 1 sur m fois 1 sur n, donc c'est-à-dire 1 sur nm. OK. Donc on aimerait traduire en termes d'incertitude ce que veut dire la notion d'indépendance. Donc je m'explique. Si vous regardez l'incertitude relative à l'expérience totale, d'accord, ça c'est l'incertitude relative à l'expérience totale, vous choisissez les deux personnes en même temps, et qu'on vous souffle à l'oreille l'identité du New-Yorkais là. Okay, donc cette incertitude ôtée de l'incertitude relative au résultat de la première expérience. D'accord, c'est exactement ce que j'ai écrit ici. L'incertitude sur l'expérience totale ôtée de l'incertitude relative au résultat de la première expérience. Qu'est-ce que ça veut dire que ces deux expériences sont indépendantes? Ça veut dire que l'information qu'on vous apporte en vous soufflant à l'oreille le résultat de la première expérience, ça vous apporte aucune information sur le résultat de la deuxième. Donc cette incertitude reste l'incertitude de la deuxième expérience. Elle reste inchangée, c'est pas moins. Vous n'apportez pas de l'information pertinente pour comprendre ce qui se passe ici. D'accord. Donc en deuxième axiome, pardon, vous allez dire que l'incertitude relative à l'expérience totale, ôtée de l'incertitude relative à la première expérience, reste tout simplement l'incertitude relative à la deuxième expérience. D'accord. Bon, troisième axiome qui est probablement le plus dur à avaler. Donc, imaginez, on a une expérience aléatoire. En oméga, plein d'issues possibles. Et on regarde un événement A. OK. Là, ce que j'entoure en vert, ça va être le complémentaire de A, c'est-à-dire l'événement non A. A n'est pas réalisé, ce que je note A bar, comme ça. D'accord. Ça c'est A, ça c'est non A. C'est les issues qui ne sont pas dans A. OK, cette fois-ci, vous aimeriez bien traduire en termes d'incertitude la chose suivante. Donc vous regardez l'incertitude de l'expérience donnée. D'accord, on dit qu'il y a une probabilité T dessus. Donc ça, c'est l'incertitude de l'expérience totale. Et imaginons qu'on vous souffle à l'oreille si le résultat est dans A ou pas. D'accord. Donc cette incertitude ôtée de l'incertitude relative à la réalisation ou non de A. D'accord. C'est-à-dire
ce truc-là. OK ? Donc l'incertitude de l'expérience totale ôtée de l'incertitude relative à la réalisation ou non de A. D'accord ? Quelqu'un vous souffle à l'oreille, c'est dans A ou c'est pas dans A. D'accord ? Du coup, quelle incertitude il reste ? Vous doutez bien que cette chose-là, ça va faire intervenir deux choses. L'incertitude sachant A, d'accord ? Dans le cas où on nous dit c'est dans A, bah, du coup c'est logique que ce truc-là intervienne, l'incertitude sachant A, et dans le cas contraire, si A n'est pas réalisé, l'incertitude sachant non A. D'accord ? Ces deux choses-là vont intervenir. Mais comme on l'avait fait remarquer au début, imaginons A est très probable, et du coup, de fait, non A est très peu probable. Vous aimeriez bien que ces choses-là aient d'autant plus d'importance qu'ils sont probables. Donc on va faire la même chose que ce qu'on avait fait pour la notion de questionnaire optimal. On va multiplier par la probabilité que ces choses-là se réalisent. On va leur accorder d'autant plus d'importance que ces choses-là sont probables. Donc en résumé, qu'est-ce que je viens de dire ? Je viens d'imposer que l'incertitude de l'expérience totale, ôtée de l'incertitude quant à la réalisation ou non de l'événement A, c'est la moyenne entre l'incertitude sachant A et l'incertitude sachant non A. Si quelqu'un vous dit le résultat et vous dit si le résultat est dans A ou non, il vous reste quoi comme incertitude ? La moyenne entre l'incertitude sachant A et l'incertitude sachant non A. D'accord ? Du coup, exactement le truc que je viens, ça, là, ce que j'ai écrit là et ce que j'ai écrit là, c'est la même chose. Donc, troisième axiome. J'ai imposé un dernier axiome aussi, qui est relativement intuitif, mais un petit peu plus technique, qui dit seulement que les incertitudes entre deux distributions proches sont proches. Pour les terminales, je ne sais pas si vous avez la notion de continuité. Oui. Bon, ceux qui ne connaissent pas la notion de continuité, dites-vous que ce truc que j'ai écrit là, ça veut simplement dire que les incertitudes entre deux distributions proches sont proches. Si vous bougez un tout petit peu les probabilités, ça va bouger de très peu vos incertitudes. Donc là, je sais, c'est un gros morceau, mais vous allez voir, c'est magnifique ce qui suit. Je vous résume ce qu'on vient d'imposer. Il y a plus de hasard à choisir une personne à New York qu'à Étampes. Si on choisit une personne à New York et à Étampes en même temps de façon indépendante, l'incertitude de l'expérience totale ôtée de l'incertitude quant au résultat de la première expérience est simplement le résultat de la deuxième expérience. Ça ne vous apporte aucune information. Et enfin, l'incertitude d'une expérience ôtée de l'incertitude relative à la réalisation ou non d'un événement A, c'est la moyenne de l'incertitude sachant A et de l'incertitude sachant non A. Et enfin, l'incertitude entre deux distributions proches sont proches. OK ? Et là, magnifique. Théorème, que je ne vous démontrerai pas parce que c'est un petit peu compliqué, technique, et à la limite, je pense que je le mettrai dans le polycopier si ça vous intéresse. Ces quatre axiomes, ces quatre conditions qui, bon, j'espère, vous ont paru naturelles. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez poser des questions à la fin. Les seules fonctions qui vérifient ces quatre axiomes sont les fonctions de cette forme-là. Donc, il y a une distribution P1, Pn associe moins une constante positive fois la somme des PI log de PI. Donc log, vous vous souvenez, c'est la fonction barbare qu'on avait définie avant et qui n'est pas si barbare que ça, parce qu'il y a une seule chose à retenir, c'est que ça transforme les multiplications en addition. Vous vous rendez compte de ce qu'on vient de faire ? On vient de trouver les fonctions en fait, qui peuvent donner un sens quantitatif à la notion d'incertitude. D'accord ? Donc là, je définirai par la suite ce qu'on appelle la fonction entropie, qui est simplement la fonction correspondant à la constante égale à 1. Et du coup, cet outil-là, qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est si j'ai une expérience aléatoire, ça me dit concrètement combien il y a d'incertitudes sur le résultat de mon expérience. Et c'est énorme. C'est énorme. Du coup, c'est normal que ce morceau-là ait un petit peu plus de mal à passer que le reste. Je le conçois tout à fait, mais c'est vraiment magnifique ce qu'on vient de faire. Donc, où est-ce qu'on en est dans notre contrat ? Revenons au problème initial. On a donné un sens à la notion de questionnaire, d'optimalité d'un questionnaire,
au procédé qui était le bon candidat pour être un procédé optimal, et à la notion d'incertitude. Et ça, c'était vraiment pas rien. Maintenant, il nous reste à répondre à notre... On est armé, on est équipé, on a fini cette partie vraiment de formalisation du problème, de donner du sens au terme de notre problème. Maintenant, on est équipé, d'accord, pour attaquer le problème à proprement parler, d'accord. Donc, déterminer combien de questions à poser, par exemple, notre première question, c'est déterminer combien de questions à poser pour un questionnaire optimal. Donc, le problème, en des termes plus mathématiques, d'accord, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'on va chercher une constante k telle que pour tout questionnaire, la longueur moyenne du questionnaire soit supérieure à k. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez, si vous déterminez, si vous en trouvez une de constante comme ça, ce truc-là, ça vous dit que vous ne pouvez pas espérer en moyenne poser moins de questions, moins de k questions. Si par exemple k c'est 2, vous ne pourrez pas espérer une seule seconde qu'en moyenne vous poserez moins de 2 questions. Donc c'est ce problème qu'on va essayer de résoudre. Donc un rappel pour remettre tout le monde, ramener tout le monde sur Terre. On a défini précédemment un questionnaire, c'est un arbre binaire, ainsi que n nœuds dans cet arbre, d'accord, qui nous disent quand est-ce que finit notre questionnaire, dont aucun n'est ancêtre d'un autre. D'accord ? Cette propriété-là est finalement assez forte. Et on sent que ce genre de choses va nous imposer que les longueurs des séries de questions qu'on va pouvoir poser ne sont pas trop petites. Vous ne pouvez pas imaginer pour 1000 personnages, tout résoudre en 3 questions. Ce n'est pas possible, ce n'est pas raisonnable. Donc c'est exactement ce qu'on va essayer de traduire et on va essayer de voir en quoi cette propriété-là, qu'aucun nœud n'est ancêtre d'un autre, ça nous dit sur la moyenne minimale d'un questionnaire. Donc, comment on va faire? Donc, je rappelle les notations. Donc, on a numéroté nos personnages de 1 à n. On se donne un questionnaire Q. Donc, vous vous souvenez, on va noter LI, les longueurs des séries de questions pour arriver à l'objet I. Je vais supposer, sans perdre de généralité du tout, quitte à réordonner la numérotation que j'ai faite de mes personnages, que la longueur pour arriver au personnage 1 est inférieure à la longueur pour arriver au personnage 2, etc. Et que la plus grande série de questions, c'est celle pour arriver au personnage numéro n. On s'en fout, il suffit, si jamais ce n'est pas le cas, on renumérote nos personnages de sorte à ce que ce soit le cas. Je vais essayer de faire un dessin du coup de ce à quoi pourrait correspondre notre questionnaire. Donc, ce que je vais faire, je vais vous tracer un arbre. De profondeur, la plus grande série de questions qu'on pourrait poser, d'accord ? Que j'ai appelé L grand N. Okay, pourquoi je fais ça? Tout simplement pour pouvoir placer tous mes nœuds, d'accord ? Si je fais un truc qui est plus court, je ne pourrais pas placer celui correspondant à la plus grande série de questions. Okay, si je place mon personnage numéro 1, par exemple, ici, d'accord ? Je choisis que je termine pour le personnage 1, si j'arrive à ce nœud-là, d'accord, c'est fini, je sais que c'est le personnage numéro 1. Okay, vous vous souvenez, un questionnaire, on a dit que c'est un arbre, un choix de n nœuds dans cet arbre, dont aucun ne pouvait être ancêtre d'un autre. Donc là, vous voyez qu'il y a pas mal de nœuds qui sont interdits pour les autres personnages. Okay, lesquels? Tous ceux qui sont en dessous, entre autres. Bon, il y a lui aussi, hein, mais il y a aussi tous ceux-là. Tous ces gens-là sont des nœuds inaccessibles pour les autres nœuds. Okay, alors, je vais préciser un petit peu juste où est-ce qu'on en est niveau longueur. Donc ici, là, on a une longueur L1. Et ici, du coup, comme la longueur, c'est Ln, on a une longueur Ln moins L1. Okay,
ça nous interdit quand même pas mal de nœuds. Hein. Okay. Or, on sait que le personnage numéro n, il va être sur un de ces nœuds que j'appelle terminaux. C'est les derniers nœuds. Comme j'ai fait un arbre de profondeur Ln, le personnage n, il va être sur un de ces nœuds-là. Okay. Sauf que le placement du personnage numéro 1 ici, ça vous interdit tout cela. Et pareil, si vous placez le personnage numéro 2 ici, d'accord, vous interdisez tout cela. Donc, entre autres, vous interdisez tout cela. Donc là, pour essayer de rendre la chose un peu plus quantitative, je vais d'abord faire une petite remarque. Si vous donnez un arbre de profondeur n, d'accord, combien il y a de nœuds terminaux? Il en a 2 puissance n. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, vous multipliez par 2 le nombre de feuilles, le nombre de nœuds. Okay, donc là, première étape, il y a 2 nœuds. Deuxième étape, vous en avez 2 ici, donc 4, etc. etc. Donc en fait, pour un arbre de profondeur n, vous avez 2 puissance n nœuds terminaux. Okay, donc ici, d'accord, en bas, vous avez combien de nœuds? Okay, l'arbre est de profondeur Ln, 2 puissance Ln, très bien. Sauf que, il y en a un paquet qui sont interdits, d'accord? Donc le placement du personnage numéro 1 vous en a interdit combien? D'accord? Donc là, ici, on a un arbre de profondeur Ln moins L1. Du coup, combien sont interdits ici? 2 puissance Ln moins L1. Très bien. Mais le personnage numéro 2, il vous en a interdit 2... Merde, j'ai écrit, pardon. J'ai écrit 2 puissance Ln moins 1, 2 puissance Ln moins L1. Vous voyez tous ici ce que j'ai écrit? Le placement du personnage numéro 2 vous en interdit, cette fois-ci, 2 puissance Ln moins L2. Très bien. Etc. etc. D'accord? Vous pouvez faire le même raisonnement jusqu'au personnage Ln-1. Okay? Donc plus 2 puissance Ln moins Ln-1. Okay? Sauf qu'il faut qu'il vous reste de la place à la fin. Vous savez que le personnage n, il est sur un de ces nœuds. Okay? Donc ça, il ne faut pas que ça excède, très exactement. Donc vous savez que vous avez 2 puissance Ln nœuds ici, et il faut qu'il vous reste une place, donc il faut que ça, ce soit inférieur à 2 puissance Ln moins 1. D'accord? Il faut qu'il vous reste une place à la fin, donc il faut que vous ayez ça. OK? Donc vous voyez, là on a une inégalité, c'est déjà très bien ce qu'on est en train de faire. Pour simplifier un petit peu cette expression, si on passe le 1 de l'autre côté, d'accord, ça nous fait quoi? Ça nous fait 2 puissance Ln moins L1 plus, etc., plus 2 puissance Ln moins Ln moins 1 plus 1 inférieur ou égal à 2 puissance Ln. D'accord? Ça implique ça. Okay? Et si vous divisez maintenant par 2 puissance Ln de chaque côté, ça vous donne l'inégalité de Kraft. D'accord? C'est parce que le mec qui l'a trouvé s'appelait Kraft. Et qui vous dit, donc si vous prenez un questionnaire Q, si vous notez LI, la longueur de la série de questions pour arriver au personnage Q, vous devez avoir que la somme des 2 puissances, d'accord? Donc là, ça correspond juste, cette expression-là, ça correspond juste à cette expression où on a divisé de chaque côté par 2 puissance Ln. Okay? Donc vous devez avoir que la somme de 1 à n des 1 sur 2 puissance Li est inférieure à 1. Donc ce qu'on a réussi à faire, c'est traduire le fait que la propriété, qu'aucun nœud ne doit être ancêtre d'un autre, on l'a traduite quantitativement. On a dit vraiment que les longueurs ne pouvaient pas être trop petites et en quoi elles ne devaient pas être trop petites, quantitativement parlant. Et c'est déjà vraiment pas mal. Bon, vu l'heure, malheureusement, merde, pardon. Excusez-moi. C'est pas fini, on a du coup une inégalité sur les 2 puissance moins Li. Mais ce qu'on aimerait, c'est une inégalité concernant la longueur moyenne. Je vous rappelle, l'objectif, c'est d'essayer de trouver une borne inférieure de la longueur moyenne, c'est-à-dire trouver une constante telle que, pour tout questionnaire, sa longueur moyenne soit supérieure à cette constante. Donc on voudrait une inégalité sur la somme des PI, LI pour un questionnaire donné. Sauf que là, l'inégalité de Kraft, ça ne se traduit pas exactement comme ça. Mais si vous vous demandez,
d'accord, quelle peut être cette borne? Okay, vous vous souvenez, on a défini la notion d'incertitude qui est une distribution de probabilité nous associe la quantité d'incertitude qu'on a. Sauf si vous y réfléchissez, quoi de mieux comme interprétation pour l'incertitude que le nombre minimal moyen de questions à poser? D'accord? Si vous avez du coup l'expérience aléatoire, c'est je choisis un personnage, quoi de mieux comme interprétation de l'incertitude quant au personnage que j'ai choisi que le nombre minimal moyen de questions que vous pouvez espérer poser? D'accord? Donc en fait, l'intuition, ce serait que l'entropie étant le manque d'informations dont on dispose sur notre expérience, en l'occurrence là je choisis un personnage, on sent que ce sera notre borne inférieure. D'accord? Que la longueur moyenne sera toujours supérieure à l'entropie. Okay? Et bien ça, si on conjecture ça, en fait on a raison. Et l'inégalité de Kraft permet de nous montrer. J'aurais bien aimé pouvoir vous le faire, mais je n'ai pas le temps. Ce sera dans le polycopier. Mais donc vous pouvez montrer, donc ça c'était les coups de pouce pour faire les calculs, mais vous pouvez montrer, ce qui est un magnifique résultat, que pour tout questionnaire Q, la longueur moyenne de Q est supérieure à l'entropie. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne pouvez pas espérer poser moins de entropie questions pour découvrir le résultat, à qui je pense. D'accord? Ça, c'est énorme. Ça rend un très beau résultat, donc retenez-le. Donc, où est-ce qu'on en est dans notre contrat? On a donné un sens précis à tous ces trucs-là. On a donné un sens précis à... donc oui, on a terminé notre étape de formalisation. On a déterminé combien de questions on pouvait espérer poser dans le meilleur des cas. C'est l'entropie. Maintenant, il nous reste à discuter de l'optimalité du procédé qu'on a proposé. Savoir est-ce que le fait de séparer à chaque fois en deux groupes de probabilité à peu près 1,5, c'est vraiment ça la bonne méthode. Bon, vu l'heure, je ne vais pas avoir le temps de vous dire plus que il va y avoir une petite désillusion. Je suis désolé, je vous ai vendu du rêve, mais c'est pas vrai. Malheureusement, le questionnaire de Fano n'est pas toujours optimal. Je suis désolé, je vous ai menti, je vous ai fait miroiter des chimères, mais ça ne marche pas. En revanche, la consolation, c'est pas optimal, mais c'est presque optimal. En quoi qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous pouvez montrer, là toujours pareil, je n'ai pas le temps de le faire, mais que la longueur moyenne, alors là j'ai oublié un Fano, d'accord, que le questionnaire de Fano, la longueur moyenne du questionnaire de Fano, elle est comprise entre entropie et entropie plus 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à une question près, c'est optimal. C'est pas mal quand même, d'accord? À une question près, on n'était pas loin de l'optimalité. On va se contenter de ce résultat. Il y a un autre procédé qui est le procédé de Huffman, mais j'aimerais bien me réserver un petit peu de temps pour la conclusion, parce que c'est celle qui est véritablement importante. Enfin, je trouve. Donc, il sera peut-être dans le polycopier aussi. Il y a une autre manière de faire, d'accord, qui, elle, pour le coup, est optimale. Voilà ce que j'ai appelé un nouvel espoir. Le questionnaire de Huffman est optimal. Je vous expliquerai dans le polycopier ce que c'est que le questionnaire de Huffman. Donc, on a presque fini, enfin du coup on a quasiment rempli la totalité de notre contrat. On a donné un sens précis à ce que c'était qu'un questionnaire, à ce que c'était qu'un questionnaire optimal, à notre procédé, d'accord, qui consistait à séparer en deux à chaque fois. On a montré, ce qui est vraiment énorme, qu'on ne pouvait pas espérer poser moins d'entropie questions. Ça c'est génial. Et après, bon, petite désillusion, on a vu que le procédé qu'on avait proposé, il n'est pas complètement optimal, mais il est presque optimal. Donc, ça va, quand même. On n'est pas trop mal. Les questions que vous auriez pu vous poser pendant l'exposé, qui concernent, du coup, parce que, bon, effectivement, là, du coup, j'ai essayé de vous décrire comment fonctionnait Akinator. D'accord ? Bon, déjà, une précision par un état intellectuel, c'est juste des suppositions. D'accord ? L'entreprise ne communique pas comment le jeu fonctionne. J'ai juste fait des suppositions sur comment ça pouvait marcher, d'accord ? Et des théories classiques, d'accord, sur le sujet. Mais maintenant, il y a quand même des questions qu'on n'a pas du tout résolues. Avec ça, on n'est pas capable de faire un jeu d'Akinator tel quel. La première question, c'est comment trouver une distribution de probabilité pertinente. On est parti du principe qu'on avait à disposition les degrés de vraisemblance du choix de tel personnage ou de tel personnage. Ça n'a rien d'évident. Si je vous demande quelle est la probabilité que je pense à Stanley Kubrick, pour le coup, vous allez avoir du mal à me répondre. Donc ça, c'est un truc que je n'ai pas élucidé, qui est une question que vous auriez pu vous poser. Mon hypothèse sur la question, là, voilà, ça vaut ce que ça vaut, c'est que Akinator prend en compte toutes les parties
jouer, d'accord, et il met à jour en permanence la distribution de probabilité. Donc typiquement, je sais pas, en ce moment, il y a peut-être plein de gens qui ont joué Johnny Hallyday, et du coup, ils ont fait grimper en conséquence la probabilité qu'on pense à Johnny Hallyday. Du coup, il va vous poser plus rapidement la question, est-ce que c'est Johnny Hallyday? Deuxième question que vous auriez pu vous poser, que je ne résous pas, c'est comment Akinator fait pour formuler ces questions en français. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Je vous ai dit en fait comment construire des questionnaires avec à chaque fois des questions du type est-ce que c'est genre dans l'ensemble A, B, C, d'accord, ou dans l'ensemble C, D, etc. D'accord? Sauf que c'est pas comme ça que vous posez les questions. Akinator vous pose les questions. Il vous dit pas est-ce que c'est Stanley Kubrick, est-ce que c'est Steven Spielberg, est-ce que c'est etc. Il va pas vous lister tous les réalisateurs hollywoodiens. Donc c'est une vraie question, c'est de se demander comment il fait du coup pour du coup avec ce type de procédé, il fait pour poser les questions vraiment en français. Est-ce que le personnage est réel ou fictif, etc. Donc ça c'est une vraie question. Je sais pas vraiment comment il fait. Maintenant, plus important que le problème lui-même, ce à quoi j'ai voulu vous sensibiliser, et c'est peut-être le truc le plus important, si vous n'avez pas compris l'exposé, c'est pas grave, à la limite, écoutez ce que je vais vous dire, c'est la démarche. D'accord ? Là, la démarche que je vous ai présentée, c'est la démarche d'un certain type de mathématicien. D'accord ? Donc, classiquement, les mathématiques sont divisées un petit peu artificiellement, certes, mais en deux parties, les mathématiques fondamentales et les mathématiques appliquées. Les mathématiques fondamentales, elles, étudient les objets mathématiques en totale autonomie vis-à-vis du réel. C'est-à-dire qu'elles ne se posent pas la question « est-ce que ça pourrait nous être utile ? Est-ce que ça correspond à quelque chose de réel ?» d'accord ? Elles ne se posent pas du tout ce type de questions. Elles étudient les objets en eux-mêmes. Elles ne se demandent pas si log, ça représente peut-être l'évolution de la concentration d'une solution ou je ne sais quoi. Ils ne se posent pas du tout cette question et ils se demandent juste quelle propriété vérifie le logarithme en tant que tel. Alors que le mathématicien appliqué, lui, au contraire, il va sans cesse interroger le rapport des mathématiques au réel. Et il va notamment, du coup, un mathématicien appliqué, pour le coup, il va être confronté à la notion de modèle, contrairement au mathématicien fondamental. Et qu'est-ce que ça veut dire? Un modèle, ça veut dire que vous avez la réalité devant vous, vous avez cherché pour pouvoir produire des énoncés susceptibles de faire l'objet de démonstrations, de leur donner des équivalents mathématiques. Et ça, c'est ça un modèle. Un modèle, c'est essayer de dire, par exemple, un questionnaire, selon moi, c'est ça, et telle définition mathématique. Un questionnaire optimal, c'est ça, exactement, ça veut dire que c'est de longueur moyenne minimale. Mais toutes ces choses-là, c'est discutable. Donc là, la chose qu'on a démontrée, finalement, on était tout joyeux, on a démontré que on ne pouvait pas espérer poser moins de questions qu'entropie question, que le procédé optimal, que le procédé qu'on avait proposé au début était presque optimal, tout ce genre de choses, d'accord ? Il ne faut pas oublier que c'est au sens des définitions qu'on a données. Du coup, donc, la démarche qu'on a faite, c'est de définir les termes du problème, c'est-à-dire qu'on a constitué un modèle, on a résolu ensuite le problème, et ensuite, une étape qu'on n'a pas faite, mais qui est très importante pour un mathématicien appliqué, c'est de discuter les limites du modèle. Et c'est ça ce à quoi il faut penser, c'est que quand je dis résolution du problème, il ne faut pas oublier que c'est au sein du modèle. Vous vous êtes donné des définitions dans votre modèle, et vous avez réussi à montrer des choses, mais avec les définitions de votre modèle. Et ces définitions-là, vous auriez pu en donner d'autres. Donc là, je vous ai donné des arguments pourquoi c'était pertinent de définir la longueur d'un questionnaire comme sa longueur moyenne, ou de définir du coup l'optimalité comme la longueur moyenne minimale. Mais tout ça, c'est discutable, d'accord ? Vous avez vu qu'il y avait des discussions au début, et je vous ai dit en quoi c'était pertinent de le faire, mais c'est toujours discutable, d'accord ? Donc ça, il ne faut vraiment pas l'oublier, et pas oublier qu'un modèle se définit avant tout par ses limites, et ne pas lui faire dire... Donc, les mathématiques ont vraiment des choses à dire sur la réalité, mais il ne faut pas leur faire dire plus que ce qu'elles vous disent réellement, et ne jamais l'oublier. Il y a des gens qui l'ont oublié et qui ont causé des crises financières. Donc, voilà. Donc merci, je vous remercie pour votre attention, ce sera tout pour ce soir. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? Qui est Stanley Kubrick déjà ?
Ah, pardon, c'est un réalisateur. Un réalisateur. Mais je veux dire, enfin, tout ce que j'ai dit avec Stanley Kubrick, vous le remplacez par, je sais pas, ce que vous voulez, n'importe quel. Bon, j'ai considéré que c'était une star, mais c'est vrai que c'était un petit peu hâtif. Je sais pas, Steven Spielberg peut-être, c'est un peu mieux. Oui. Une question sur le terme entropie, c'est un terme qui est utilisé en chimie. Oui. Alors. Il y a un rapport. Ah oui, pardon. Donc je précise juste pour la vidéo. La question, c'est effectivement que sur le terme entropie, effectivement, la notion d'entropie est utilisée dans d'autres domaines, dans d'autres sciences que les mathématiques. Donc effectivement, là, je vous ai parlé de l'entropie au sens de ce qu'on appelle la théorie de l'information, en fait. Mais effectivement, en fait, cette entropie, elle ressemble beaucoup à celle découverte par Boltzmann, qui est un physicien. Comment ? En thermodynamique, exactement. Bon, il y a deux entropies en thermodynamique, il y a celle de Clausius, qui est celle macroscopique, et la statistique, qui est celle de Boltzmann. Bon, les physiciens dans la salle, vous me corrigez si je dis des bêtises. Et donc celle de Boltzmann, c'est à peu près la même. Et en revanche, celle de Clausius, du coup, il faudrait demander à des physiciens exactement. Mais effectivement, la notion d'entropie est utilisée dans beaucoup d'autres domaines. Et si vous voulez, je peux vous passer les références. J'ai un livre qui parlait de... Justement, j'ai fondé tout mon exposé sur, entre autres, un livre et qui, notamment, explique l'interprétation de Boltzmann sur l'entropie. Donc, je pourrais vous passer les références si vous voulez. Donc, le livre s'appelle « Initiation à la théorie des probabilités aux chaînes de Markov » par Pierre Brémaud. Donc, si vous voulez... Ouais. Je vous en prie.